Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À quelle sauce l'Ukraine sera-t-elle mangée? Vous l'avez vu ou peut-être entendu, le ministre des Affaires étrangères russe qui arrive à Anchorage en t-shirt avec un t-shirt floqué URSS, comme au bon vieux temps où l'Ukraine dépendait du pays qui était gouverné depuis, Moscou. À quelle sauce l'Ukraine sera-t-elle mangée? On va en parler avec notre invité David Rigoulet-Rose. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre un 15 août. C'est très agréable à vous, c'est très gentil à vous de nous rejoindre sur Sud Radio. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bon, d'abord, je sais que c'est anecdotique, c'est qu'un t-shirt, c'est une provocation. Est-ce qu'il faut lui donner une signification ou c'est une anecdote, cette histoire ? Oui, c'est pas anecdotique, hein. En soi, c'est tout un programme, si on peut dire, par rapport aux attendus potentiels de la rencontre. On voit bien que y a en toile de fond, ça renvoie à tout un passé. C'est pas seulement la Russie. Et il faut avoir en mémoire une formule de Vladimir Poutine qui disait que la plus grande catastrophe du XXe siècle avait été la désintégration de l'Union soviétique. Faut jamais perdre de vue de ça pour comprendre la psychologie du président russe aujourd'hui. Alors après, on peut comprendre, disons, le chauvinisme ou le patriotisme d'un Russe qui regrette l'époque pas si lointaine où son pays était beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant, David Rigoulet-Rose. Oui, bien sûr. Mais enfin, là, il y a une logique d'affichage qui est marquée, qui est évidemment pas accidentelle. Oui. Sans aller jusqu'à dire que c'est provocateur. En tout cas, c'est effectivement dans la sémiotique politique, ça signifie quelque chose de effectivement qui n'est pas purement accidentel. On peut d'ailleurs rappeler qu'au début des années 90, l'Ukraine avait voté par référendum son indépendance. Toutes les régions de l'Ukraine, oui, toutes, même la Crimée, même si c'était beaucoup moins, avaient voté en faveur de l'indépendance ukrainienne et même évidemment les provinces du Donbass. Anthony Martin-Smith. Vous pensez que là, le sommet à Anchorage va permettre de sortir avec une issue favorable pour l'Ukraine, même si personnellement j'en doute fortement, ou est-ce que c'est Vladimir Poutine qui, une fois encore, va en sortir vainqueur ? En tout cas, il vient en position de force. Et quand on regarde la composition de la délégation russe, elle est extrêmement importante, avec la plupart des responsables russes. Et il n'y a pas forcément l'équivalent du côté américain. Du côté américain, il y a Marco Rubio, John Ratcliffe, le chef de la CIA, Scott Bessent pour les finances, le Trésor. Mais en face, vous avez Sergei Lavrov, vous avez le ministre de la Défense, vous avez la directrice de la Banque centrale russe, vous avez... Kellogg's n'est pas là. Pardon ? Kellogg's n'est pas là, qui lui a une position très pro-ukrainienne. Et Kellogg n'est pas là, justement. Donc, on peut penser que les Russes ont préparé de longue date, en tout cas de manière très précise, la conférence en question, en tout cas entre les deux hommes, ce qui n'est pas forcément le cas du côté américain, qui sont, en tout cas pour le président Donald Trump, plutôt dans le spectaculaire. Il a évoqué le fait qu'il y avait 25% de risque d'échec. Oui. C'est dire que il a comme des doutes sur, même si dans la rhétorique il considère qu'il est susceptible de rétablir des sanctions. Simultanément, de manière assez erratique, il dit qu'il s'entend très bien avec Vladimir Poutine. Donc il y a un gros point d'interrogation sur évidemment les attendus potentiels de cette rencontre. Et d'ailleurs, question pour vous, David Rigoulet-Rose, de Samuel Botton. Oui, tout à fait. On a eu droit à une succession de sommets, de discussions entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que on n'approche pas inéluctablement de Donald Trump qui s'apprête à lâcher l'Ukraine, peut-être pas ce soir, mais dans les prochains mois, parce que aujourd'hui, finalement, il se heurte à un mur. Et les différentes discussions qu'il y a eu précédemment l'ont montré. Je pense notamment à Poutine, qui préparait une attaque 2 heures après une rencontre avec Donald Trump, ou la dernière rencontre entre les diplomates qui s'est passée de manière totalement ubuesque. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'approche pas un peu de la renonciation américaine ? De toute façon, le désengagement américain, il est largement entamé. Il date pas de la rencontre justement entre les deux hommes depuis plusieurs mois, et d'ailleurs c'est accentué par la position du vice-président J.D. Vance, qui le week-end dernier disait que les Américains n'ont plus envie de dépenser leurs dollars pour des enjeux qui sont pas les leurs, et que si les Européens considéraient que c'était important, c'était à eux de s'investir davantage. Ce qui peut paraître logique sur le principe d'ailleurs, mais oui. J'aimerais que Madi Saïdi vous pose aussi une question, si vous le permettez, David Rigoulet-Rose. Oui, est-ce que ce duel entre justement Donald Trump et Vladimir Poutine n'est pas quelque part
le début d'un nouveau dessin des relations internationales voulu par Donald Trump? Les deux. En réalité, Donald Trump, il veut un rapprochement avec la Russie depuis le début, et l'Ukraine est une hypothèque sur ce rapprochement. Et on l'a vu avec les déclarations justement contradictoires qu'il a pu formuler à l'endroit de, non pas directement de Vladimir Poutine. Il a toujours pris soin de faire attention justement à Vladimir Poutine, mais en tout cas de la politique qui était menée par la Russie. Pour autant, du côté russe, c'est la même chose. Il y a le souci de rapprochement effectivement direct pour retrouver en fait l'ancien format de la guerre froide, alors même qu'on n'est plus du tout dans la même configuration. Mais ce que ne veut surtout pas Vladimir Poutine, c'est qu'il y ait des interférences justement avec les Européens. Donc il est comme Donald Trump dans une logique interpersonnelle transactionnelle, ça lui convient très bien. Simplement, la situation de l'un n'est pas la même que l'autre, parce que Vladimir Poutine sait que Donald Trump veut se désengager. Alors que lui est résolument engagé dans la poursuite de ses objectifs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Anthony. Moi, je voudrais revenir aussi sur quelque chose dont on parle très peu depuis quelques mois, et pourtant ça n'arrête pas de revenir en boucle dans ma tête, la connivence entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Sergei Lavrov disait justement dans l'extrait de Félix tout à l'heure que tout était déjà plus ou moins calé. Vous dites, là vous rappelez vous-même qu'il y a 25% de chances que ça échoue. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous empêche de croire que Donald Trump serait un agent infiltré pour Vladimir Poutine, ou en tout cas sous influence de Vladimir Poutine, indépendamment que les États-Unis veulent séparer la Russie de la Chine? Oui, il y a eu des rumeurs de longue date qui évoquaient effectivement depuis une vingtaine, sinon une trentaine d'années, une complaisance, certains diront une complicité vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Il demeure que par-delà la personne, de toute façon, il y a des enjeux nationaux pour les Américains. Donc les deux ne sont pas en symbiose totale. Mais incontestablement aujourd'hui, il y a une logique justement incarnée par les deux hommes, et ça va au-delà de repositionnement du système international avec une logique géocontinentale, une répartition. Alors d'aucuns parleront de Yalta, mais c'est pas du tout comparable. On est plus dans le même monde justement. D'abord parce que ils ne sont plus tous les deux tout seuls. Il y a la montée en puissance des BRICS, il y a la Chine, il y a l'Inde, et donc aujourd'hui il y a une scénographie, mais qui n'est pas forcément le reflet des réalités géopolitiques mondiales actuelles. Quand Donald Trump, ce sera ma dernière question, et ensuite nous allons vous libérer, David Rigolet-Rose. Quand Donald Trump dit « je ne suis pas venu ici pour négocier pour l'Ukraine », c'est une manière quand même d'annoncer la couleur. C'est très ambigu comme formulation. Ça laisse entendre qu'il est là pour effectivement. Ça peut être interprété dans les deux sens en réalité. Et il entretient le flou délibérément parce qu'il veut pas être taxé effectivement d'avoir cédé à Vladimir Poutine, qui fera en sorte de ne pas donner cette impression parce qu'il connaît son interlocuteur, il sait le thé. Vladimir Poutine est un joueur d'échecs, ce que n'est pas Donald Trump, qui est plutôt un joueur de poker, qui est sur le temps court, qui veut un résultat spectaculaire même si c'est pas un résultat de fond. Donc il pourrait y avoir une entente minimale, mais qui ne résoudra pas la question de fond, justement sur par rapport à l'Ukraine. Comme ce qui s'était passé d'ailleurs avec la Corée du Nord, qui n'avait pas du tout mis fin au programme nucléaire nord-coréen malgré la poignée de main. Merci beaucoup, David Rigolet-Rose. On aurait de cesse de dire que Vladimir Poutine est un judoka et Donald Trump un bouffeur de burgers. Mais bon, vous êtes anti-américain maintenant, vous. Mais je suis à moitié. Vous êtes à moitié américain. Comment vous pouvez dire ça? Merci beaucoup, David Rigolet-Rose, d'avoir interrompu vos vacances. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de l'excellente revue Orient Stratégique. On est toujours avec nos vraies voix, Madi Saïdi, Anthony Martin-Smith, Samuel Botton et puis Alain qui est avec nous au 0826 300 300 depuis Lyon. Alain. Oui, rebonjour. Ben, rebonjour, vous êtes toujours là en tout cas. Comment vous appréhendez cette rencontre? Le terme Yalta a été employé par votre intervenant tout à l'heure. Moi, je partage cette position, parce qu'on a l'impression que Trump veut son Yalta. Simplement, Trump n'est pas Roosevelt, Poutine n'est pas Staline. Et heureusement d'ailleurs. Oui, et il manque Churchill. Oui, mais enfin, en termes de couverture de personnage, c'est pas la même carrure, c'est pas le même volume. Et il manque Churchill de l'autre côté, c'est-à-dire que l'Europe est totalement absente. Alors que ça touche un pays européen, comme la Seconde Guerre mondiale concernait l'Europe avant toute chose. Et là, on a un Américain qui vient de ne sais où,
qui se prend pour je ne sais qui et qui décide de tirer un trait sur l'Europe comme si on n'avait jamais existé, alors qu'on a quand même fait l'histoire du monde depuis ces 2000 dernières années. Alors il y a d'autres pays, bien sûr, il y a la Chine, tous les pays arabes et compagnie qui ont tenu beaucoup de place, mais enfin, résoudre un conflit européen sans un Européen, il y a quand même matière à se poser des questions. Peut-être que le problème commence déjà là, quoi. Alors, j'ai essayé de me faire l'avocat de Donald Trump aussi, puisque tout le monde le tape un petit peu ce soir, et puis c'est aussi mon rôle. Est-ce que c'est pas absurde, quand on se met du côté d'un Américain, de se dire, après tout, l'intérêt de mon pays, c'est plus en Europe, comme après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt vers l'Asie, et dans cette optique, j'ai peut-être besoin d'avoir de meilleures relations avec les Russes, quitte à sacrifier un petit peu une partie de l'Europe, parce que c'est plus mon problème. Tiens, Samuel Botton, ça vous fait réagir? Oui, parce que ça symbolise une partie de l'échec de la réélection de Donald Trump. Donald Trump, il s'est fait réélire sur 2 points. Le premier, c'était le sentiment de déclassement qui touchait les Américains au moment où il y a eu cette élection. Et il a été très fort. Et l'autre point, et qui a d'ailleurs été soutenu plus ou moins par la communauté internationale jusqu'à chez nous, c'est de dire, Donald Trump, c'est celui qui va régler tous les problèmes géopolitiques que nous avons actuellement, que ce soit le conflit entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et la Palestine, et bien d'autres choses. Image dont il a lui-même énormément joué. Et à l'arrivée, pour reprendre une formule que j'avais déjà utilisée sur la négociation avec l'Europe, Donald Trump, c'est un joueur de poker, mais c'est un mauvais joueur de poker. Et il a trouvé plus mauvais. Oui, il a trouvé plus mauvais que lui avec Roberta Metsola et Ursula von der Leyen. Mais là, il va se frapper un joueur d'échecs, comme ça a été dit, et ça va être une autre paire de manches. Et je ne peux pas imaginer autre chose qu'un sommet, alors qui n'a rien d'un Yalta pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est un sommet qui restera anecdotique. On en a déjà eu des comme ça. Il y en aura d'autres. Il y aura. S'il y a un cessez-le-feu à la guerre en Ukraine, ce sera déjà un peut-être un cessez-le-feu aérien, mais ce sera un cessez-le-feu qui arrangera Poutine et non pas les Ukrainiens, puisque eux, c'est leur principal levier de recours. Donc aujourd'hui, je n'imagine pas autre chose que soit une absence d'accord totale, soit Donald Trump qui s'apprête effectivement, définitivement à lâcher l'Ukraine et à faire un bébé dans le dos avec une fausse paix sur le front. Madi Saïdi. Moi, je trouve que Donald Trump, finalement, il est dans son rôle. Ouais. Donald Trump, il est dans son rôle, un président élu comme il a été élu. Il est là pour défendre les intérêts de son pays. Et a priori, il le fait plutôt bien, même si en France, alors on le traite de tous les noms. Néanmoins, ça tombe bien, on n'est pas du même pays, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes intérêts. Absolument. Mais la vérité, c'est qu'il défend les intérêts des États-Unis et il le fait avec des moyens qui peuvent paraître un petit peu choquants parce qu'il a une attitude qui n'est pas celle des politiques français. Et moi, je crois que Donald Trump est dans son rôle. Et comme il a été dit tout à l'heure, moi je pense que Donald Trump aussi essaie de reconstruire un nouveau type de relation en fait, en termes de relations diplomatiques avec la Russie, peut-être avec la Chine si un jour ça fonctionne, ça c'est moins sûr. En revanche, je crois qu'il pourrait sortir quelque chose. Alors une paix durable, j'en suis pas sûr, mais peut-être même un accord partiel. Et là, du coup, Poutine partirait presque vainqueur en disant, moi, j'ai pas bougé de ce que je disais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. On va demander à notre ami américain. On a une vraie voix à moitié américaine, même si ça lui arrive d'être anti-américaine, mais ça, c'est son côté français qui ressort. Anthony Martin-Smith, c'est quoi globalement, concrètement même, les intérêts des États-Unis dans cette affaire? Les intérêts des États-Unis, c'est évidemment de séparer la Russie de son alliance avec le bloc asiatique, avec la Chine, surtout la Chine. Évidemment avec la Corée du Nord, puisque la Corée du Nord, on le sait, fournit de l'armement, mais aussi de la chair à canon pour Vladimir Poutine. Et donc les États-Unis, là où Madi a raison, c'est que Donald Trump, il essaye d'isoler la Russie du reste de l'Asie. Et il le fait en totale cohérence avec sa politique de taxes douanières. Quand on sait, par exemple, que sur l'Inde, il applique, je ne sais plus à combien il s'était arrêté, parce que ça change toutes les 2 semaines, mais je crois qu'on était à 150% pour la Chine, 75% sur l'Inde. Et avec le Brésil, ça va mal aussi, oui. Et il voit en fait ces acteurs-là comme des concurrents à l'industrie américaine, et lui, son seul intérêt, sa seule vocation, c'est que l'industrie américaine reprenne, que le dollar soit plus faible pour une exportation plus forte. Alain ? Oui. Vous êtes toujours avec nous ? Oui, bien sûr. Pour Yalta, justement, je vous le disais tout à l'heure, Trump veut son Yalta, il ne l'aura pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, puis il n'y a pas de Yalta, comme l'a parfaitement fait remarquer votre intervenant suivant. Et quant à aujourd'hui, Trump, je ne sais absolument pas ce qu'il poursuit, il change d'opinion toutes les 5 minutes. Je ne sais même pas s'il a une opinion. Là, je parle en tant que grand public. Je ne suis pas spécialiste de la situation. Mais j'ai un regard grand public. On a vraiment l'impression d'une personne qui part dans tous les sens, qui est capable absolument de dire tout et son contraire en l'espace de 5 minutes. A-t-il seulement une stratégie? Il veut l'America Great Again, très bien. Mais
ça touche l'Europe. Maintenant, il y a 3 pôles économiques majeurs dans le monde. Avant, il y en avait 2. Il y a les États-Unis, bien sûr. Il y a l'Europe dans son ensemble, et il y a la Chine aujourd'hui qui a pris un marché, qui a pris une place équivalente. Donc c'est plus une partie à 2, c'est une partie à 3. S'il exclut une des 3 parties, bah, il y a un déséquilibre qui se crée. Je vois pas comment une solution va pouvoir. Et qu'est-ce qu'on devrait faire d'après vous dans ce cas-là, puisqu'après tout l'Europe c'est nous Bah déjà virer Van der Leyen, qui ne représente de rien du tout, qui est pas élu, qui est personne. Donc arriver déjà à ce qu'on élise une personne qui nous représente tous, peut-être reprendre déjà le problème à la base. Si on n'y arrive pas, bah, revoir ce qu'on peut faire de l'Europe. Tant qu'on n'a pas réglé le problème entre nous, c'est sûr qu'il y a porte ouverte pour des gens comme Trump. Il n'a pas d'interlocuteur officiel ou officieux ou sérieux ou ce que vous voulez. Et donc il en profite. Ça, on peut pas lui enlever ça. Et c'est de bonne guerre. Après, c'est vrai que ça dépend pas de la Commission européenne, ce genre de rapport. Mais les pays européens, voilà. Tiens, par exemple, qu'est-ce que la France, l'Allemagne, l'Italie, voire la Grande-Bretagne, même s'ils sont plus dans l'Union, devraient faire pour vous, tiens, Anthony Martin-Smith? Déjà s'entendre sur une Europe de la défense, ça serait déjà pas mal, mais on n'arrive déjà pas à s'entendre sur des choses comme le Mercosur ou d'autres sujets. Ou sur l'avion franco-allemand. Par exemple. Donc, mais j'ose espérer que quand on voit l'ours russe arriver aux abords de nos frontières, on commence à se dire, effectivement, là ça commence à puer pour nous, il va peut-être falloir qu'on arrive à s'entendre. Je veux croire à ça. Je crois que notre président Macron, en tout cas, joue bien et remarquablement bien cette partition-là. Vous trouvez-vous ? Oui, je trouve que la partition d'essayer de rassembler l'Europe sur cette question de l'armée, une armée européenne, ou en tout cas une défense de l'Europe, il mène ce combat avec toujours la même cohérence depuis d'ailleurs sa déclaration qu'il avait faite en février l'année dernière, où il disait que... Pardon, excusez-moi, il serait grand temps justement de montrer les dents vis-à-vis de la Russie. Donc, non, je crois que là-dessus il est assez cohérent et c'est peut-être là où il réussit le mieux, c'est politique. Oui, pourtant on a tout entendu aussi d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous l'époque, il a changé d'avis plein de fois. C'est le seul à être allé voir Vladimir Poutine à quelques heures. Oui, il y a même un moment où il en faisait trop. C'est beaucoup trop. Au tout début du conflit, les séances photos qu'on a eues. Oui, mais attendez, rappelez-vous pourquoi. Non, mais c'est parce qu'on était en pleine campagne aussi électorale. Et c'est une chose, mais après il y a les relations diplomatiques internationales et le rôle qui est le sien. Et à ce moment-là, pour moi, il s'est mis dans une position de faiblesse, voire même de demande vis-à-vis de Poutine. C'est tout ce qui a transpiré de sa communication. Et par contre, je rejoins totalement Anthony sur la deuxième partie du combat qu'il a eu à mener. Et je pense qu'il a même acté le fait qu'une défense européenne, ça serait très compliqué. Et c'est pourquoi il axe sur la question de la défense en France. Le mot de la fin avec Madi Saïdi. Eh bien, écoutez, moi je vais vous décevoir, mais moi je trouve que vous décevez personne. Moi je trouve que Emmanuel Macron. On est presque là pour s'engueuler, hein. C'est ça le débat. Vraiment, je trouve qu'Emmanuel Macron joue mal son jeu. Alors évidemment, il fait de belles déclarations. Néanmoins, à un moment, il faut passer aux actes. Moi, je trouve justement qu'en Europe, la voix de la France, eh ben, on l'entend plus comme elle a été. Ou alors elle prêche dans le désert aussi. Absolument. Effectivement. Bon, écoutez, on en reparlera. En tout cas, on va suivre heure par heure, minute par minute, l'approche de cette rencontre. Et évidemment, on l'analysera demain dans le Grand Matin Week-end de Laurence Garcia. Restez avec nous, les amis. Restez avec nous également, Alain, depuis Lyon, parce que dans un instant, on va vous cuisiner, mon cher Alain. On va voir si vous avez suivi l'actualité depuis Lyon. À tout de suite. Je suis nul là-dedans. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est bien, nous aussi, mais personne ne le sait.